Bien, nous rentrons maintenant dans la dernière partie de ce cours, toujours consacrée aux différents types d'attaques et de défense en intelligence artificielle. Cette fois-ci, nous examinons un type d'attaque particulière, qui est un type d'attaque dit par évasion. Cette fois-ci, on connaît le modèle et on cherche éventuellement à créer des exemples qui vont échapper à la détection. Donc on se remet dans le contexte de notre schéma d'apprentissage classique. Donc j'ai des données d'apprentissage qui servent à estimer un paramètre θ chapeau pour un modèle. Et par contre, cette fois-ci, je veux être capable de soumettre une entrée à mon système, X adversaire, tel que le Y obtenu par la prédiction soit un Y choisi. Donc imaginons par exemple que je cherche en fait à créer une forme de spam. Je veux que ce spam ne soit pas détecté comme étant un spam par mon algorithme d'intelligence artificielle, et donc détecté comme un mail classique. Et la question c'est qu'est-ce que je peux modifier, comment est-ce que je peux construire cet exemple-là de manière à ne pas être détecté comme un spam. Alors pour faire cette chose-là, l'attaquant il va utiliser les propriétés de fθ chapeau pour justement designer, pour réussir à construire cet exemple qu'on va dire exemple adversaire. Donc c'est le principe de base des attaques par évasion. Alors pour comprendre cette notion d'exemple adversaire, il est intéressant de revenir un petit peu aux fondements qui nous permettent l'apprentissage d'un modèle et la manière dont on va construire notre fonction fθ chapeau. Donc tout algorithme d'apprentissage est basé sur un principe qui est le principe de minimisation dit du risque empirique. Voyons son équation. Donc apprendre le meilleur θ chapeau, ici, c'est finalement minimiser cette fonction qui consiste à dire que pour tous les échantillons, donc je fais la somme sur les échantillons, sur toutes les données dans ma base d'apprentissage, la prédiction de mon modèle f de θ, elle doit correspondre au label correspondant, yi, correspondant à ma donnée xi. Donc, elle, ici, c'est une fonction dite fonction de perte. Alors, je vais vous le noter de la manière suivante. Cette fonction de perte, en fait, ça peut être, par exemple, la différence élevée au carré, comme je vous le notais tout à l'heure, mais il existe plein d'autres manières, en fait, de créer cette fonction de perte, notamment quand on fait des réseaux de neurones, on utilise une fonction de perte particulière qui s'appelle l'entropie croisée. Mais il existe aussi, si on fait des machines à support vecteur, par exemple, les entropies de type, les fonctions de perte de type Inge ou autre. Donc il y a tout un monde en fait de fonctions de perte associées à la nature des problèmes qu'on cherche à estimer. Alors donc si je récapitule, θ chapeau, c'est finalement la valeur de θ minimale qui va minimiser la perte en fait pour chacune de mes données d'apprentissage. Voyons maintenant comment ce principe d'exemple, ce principe de minimisation de risque empirique va nous permettre de générer des exemples adversaires. Qu'appelle-t-on exemple adversaire? En fait, on va partir d'un échantillon d'origine et on va chercher une donnée finalement la plus proche possible de cet échantillon d'origine, qui va changer le signe du classifieur. Alors, supposons que je représente à nouveau mes données ici. J'ai des données de type croix, et puis je vais avoir des données de type rond dans mon espace, et mon classifieur, fθ, ici, c'est ma fonction qui va me permettre de séparer mes deux ensembles. Alors, la question qu'on peut se dire, c'est, ok, je veux faire en sorte qu'un échantillon ici soit classé comme une croix. Donc, je vais en fait partir de cet exemple et me déplacer le plus proche possible de cet exemple-là pour créer ce nouvel exemple qui va en fait tromper la classification. Donc, je vais chercher une perturbation qui va être le plus simplement possible et le plus proche possible d'un exemple de départ qui va modifier mon classifieur. Alors, il est intéressant de voir que si le classifieur est dit linéaire, c'est-à-dire si cette fonction f de θ est en fait une droite, on peut facilement trouver pour un exemple
la direction dans laquelle, en fait, on va changer le plus rapidement possible le signe de mon classifieur. En fait, cette direction, c'est la direction qui est tout simplement orthogonale à mon classifieur. Donc, il suffit que j'aille orthogonalement, en fait, dans la direction de ma frontière de décision. Alors, dans le cas où, en fait, cette frontière de décision n'est pas une frontière orthogonale, dans le cas où, en fait, ma fonction f, c'est une fonction qui est relativement complexe, on peut avoir recours à une méthode, donc la méthode dite du gradient signé rapide, qui a été designée en 2014. Et l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire tout simplement que cette direction adversaire dans laquelle je vais me déplacer, cette direction adversaire, elle est donnée par, ici, le gradient de ma fonction fθ. C'est-à-dire qu'on va regarder dans quelle direction cette fonction change. Et on va prendre le signe de ce gradient. Et ça va nous donner une direction adversaire qu'on va pouvoir rajouter à notre image d'origine pour modifier en fait la prédiction de notre système. Donc dans mon exemple donné ici, j'ai une image de panda. Cette image-là, cette image de bruit, en fait, elle correspond à cette direction adversaire état, et elle est aussi faible que possible, c'est-à-dire elle n'induit pas une modification de l'apparence visuelle de mon image, mais par contre, ça suffit à tromper mon classifieur qui, cette fois-ci, reconnaît une voiture derrière cette image. Alors, c'est une manière de résoudre ce problème d'exemple adversaire. Il en existe d'autres. Il est intéressant d'analyser maintenant les types de défense qu'on peut avoir contre ces exemples-là. Alors, on peut chercher non pas à entraîner notre classifieur en utilisant le principe de minimisation du risque empirique, mais plutôt chercher à entraîner le classifieur en utilisant un autre principe qui est celle de la minimisation robuste du principe de risque empirique. Alors cette fois-ci, vous voyez, on cherche toujours à trouver le paramètre optimal, mais cette fois-ci, au lieu de faire la somme des fonctions de perte, on fait la somme des fonctions de perte où on va chercher à avoir la même valeur de ma fonction de perte pour des éléments x, y, y qui appartiennent à un voisinage de l'élément xi. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qui se passe? Je prends un point et je vais regarder dans un certain voisinage, ici que j'ai appelé un état de xi. Donc si ça, c'est mon point xi, je regarde dans un voisinage et je veux que ma fonction en fait, de perte soit minimale partout à l'intérieur de ce voisinage. Alors ça va nous donner un classifieur qui va non seulement en fait, bien classer le point xi, mais en plus, dans un certain voisinage, va avoir une prédiction qui va être cohérente. Ce qui fait que si on veut construire un exemple adversaire, il va falloir qu'on modifie substantiellement notre point xi, et par conséquent, on verra éventuellement une certaine dose d'erreur dans notre système. Alors, par contre, c'est relativement complexe en fait de résoudre ce problème d'optimisation. Et une manière pratique en fait de le résoudre, c'est tout simplement en fait au moment de l'apprentissage. Donc j'ai ma base de données X et je vais rajouter à cette base d'apprentissage X les exemples adversaires que j'ai construits en utilisant n'importe quel type de méthode de construction d'exemples adversaires. Donc je le rajoute à cette base X et je vais apprendre maintenant à partir de cette base d'exemples augmentée par ces exemples adversaires. Une fois que j'ai obtenu un nouveau classifieur, je peux à nouveau reconstruire des exemples adversaires pour ce classifieur et continuer à apprendre, et ainsi de suite. Si à partir d'un certain moment, je n'arrive plus à construire d'exemples adversaires, c'est que j'ai atteint d'une certaine manière une forme de borne pour ce problème d'optimisation-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'adversarial training en anglais, ou apprentissage adversaire, et c'est utilisé dans beaucoup de nouvelles applications pour améliorer aussi la qualité de prédiction d'un modèle. Alors, il existe une autre classe de solutions, mais que je ne vais pas détailler dans ce cours, qui consiste à augmenter la complexité de cette fonction f de θ. Il a été montré que plus la fonction f de θ était complexe, et plus on avait de propriétés sur sa robustesse face aux exemples adversaires.
Faisons maintenant quelques remarques sur ces défenses. En gros, la plupart des modèles de défense, et même le principe d'optimisation robuste que je vous ai montré précédemment, ils font l'hypothèse qu'on cherche à être robuste dans un certain voisinage des échantillons de ma base de données. Cette notion de distance-là est peut-être d'une certaine manière pas forcément la notion la plus naturelle pour un attaquant de réfléchir. L'attaquant pourra par exemple chercher un exemple qui trompe le classifieur, mais qui est lui-même en fait indétectable pour un humain. C'est le principe des exemples adversaires dits naturels, c'est-à-dire qu'ils trompent le classifieur, mais vont tromper aussi un observateur humain. Et donc ces exemples naturels adversaires sont en fait le sujet de plusieurs nombres de papiers de recherche à l'heure actuelle, et donc c'est à l'heure actuelle un sujet de recherche très actif. Alors, il est intéressant de voir que ces exemples adversaires, si par exemple j'ajoute un bruit à mon image de panda, un léger bruit, eh bien l'attaque adverse elle va disparaître dès que je vais prendre une photo ou une image de cette image. C'est-à-dire si j'utilise un appareil photo pour prendre mon image, tout le bruit qui était contenu à l'intérieur va être une information qui va être dégradée, détruite par le fait de prendre une photo, et du coup mon image adversaire ne sera plus une image adversaire si elle subit une petite transformation. Alors il y a des méthodologies plus avancées qui permettent de faire en sorte qu'un exemple adversaire le soit, même si on change le support de sa représentation. Et il y a aussi des raisonnements qui sont faits sur l'invariance au point de vue. Typiquement, si je modifie mon image, si je fais une rotation de mon image, si je change certaines informations liées à la prise de vue, aux conditions d'éclairage, je veux faire en sorte que mon exemple adversaire reste un exemple adversaire. Donc là encore, il y a plusieurs papiers qui existent. Il y a notamment même un dernier résultat qui sont mis en lien ici dans la page web, où un groupe de chercheurs a réussi à créer un objet 3D qui, quel que soit son point de vue, en fait, restait un exemple adversaire, en l'occurrence une petite tortue, qui est détectée comme étant un pistolet dans une vidéo, quel que soit le point de vue et l'orientation donnée à la tortue. Donc avec une méthode où on est capable de créer, en fait, des exemples adversaires dans le monde réel qui vont tromper des systèmes qui utilisent une représentation numérique de ces exemples adversaires. Bien, voyons maintenant une forme d'attaque par évasion qui est la variante boîte noire. En fait, dans la plupart des modèles que je vous ai montrés tout à l'heure, on utilisait une information qui était le gradient de notre fonction θ. Mais qu'est-ce qui se passe si la fonction f de θ chapeau est inaccessible? En fait, si on n'a pas le code, si on n'a pas θ chapeau, si on ne sait pas à quoi ça correspond, on n'est pas capable de calculer le gradient. Et donc, on n'est plus capable de calculer des gradients adversaires. Alors, comment est-ce qu'on va faire dans ce cas-là pour quand même créer un exemple adversaire? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a des techniques qui consistent à copier des modèles. Bien, il a été observé, et c'est un résultat assez consistant, il a été observé qu'un exemple adversaire pour un modèle donné était aussi un exemple adversaire pour le modèle qui avait été copié en utilisant la technique de vol de modèle tout à l'heure, où on fait juste un certain nombre de requêtes et on réapprend un nouveau modèle à partir d'un modèle existant auquel on a juste accès par un certain nombre de requêtes. Donc dans ce contexte-là, les exemples adversaires peuvent tout simplement être appris sur un modèle en fait, qui est une copie du modèle d'origine et s'en servir comme un vrai exemple adversaire dans le modèle d'origine. Et donc il y a une propriété de transfert possible des exemples adversaires. Bien, intéressons-nous maintenant à la dernière catégorie d'attaque possible pour nos systèmes d'intelligence artificielle, c'est l'attaque par empoisonnement. Alors cette fois-ci, l'attaquant il va venir injecter au moment de l'étape d'apprentissage de nouvelles données pour corrompre la représentation. Donc ça, c'est quelque part le schéma le plus direct, qui n'est pas souvent possible parce que l'attaquant ne peut pas facilement injecter des données d'entraînement, mais dans la mesure où il le peut,
Et c'est le cas notamment pour l'apprentissage qu'on appelle en ligne, qui utilise des données des utilisateurs, des données qui ont été labellisées par les utilisateurs. On peut avoir un attaquant qui va venir lui-même labelliser un grand nombre de données de manière fausse, falsifiée, et ces données-là vont être utilisées après dans le processus d'apprentissage. Donc l'attaque par empoisonnement est aussi en fait une attaque très connue, pour lequel peu de défenses existent à l'heure actuelle. Il est possible encore d'utiliser des principes de robustesse comme ceux décrits auparavant, pour limiter l'impact d'un petit nombre de données de X qui seraient des données en fait d'attaque. Mais au-delà de ces principes de robustesse, il est difficile de se défendre contre ce type d'attaque. Bien, nous arrivons maintenant à l'issue de ce cours sur les liens entre cybersécurité et intelligence artificielle. Alors je tenais à récapituler quelques points que je trouvais importants. Tout d'abord, la plupart des méthodes dont je vous ai parlé sont des méthodes qui ont surtout été montrées dans un contexte recherche, un peu plus théorique que concret, et il y a encore peu d'entreprises du privé ou dans le domaine du public qui se sont vraiment saisies de ces questions de sécurité des algorithmes d'intelligence artificielle. C'est donc un domaine en pleine expansion, avec sans doute à prévoir de nombreuses modifications dans le futur et sans doute de nombreux nouveaux algorithmes à étudier et à reproduire. Alors, il est important aussi de montrer que finalement ces questions-là ne sont pas juste des questions théoriques présentes dans les laboratoires. À partir du moment où l'intelligence artificielle est amenée à devenir une composante importante, prépondérante dans notre vie de tous les jours, dans différentes tâches où elle pourrait apparaître, clairement, il faut s'assurer que la sécurité liée à ces méthodes-là est présente et s'assurer qu'un acteur malveillant ne peut pas modifier le comportement ou dévier son comportement à des fins qui lui seraient propres. Et donc finalement, une petite conclusion, si ce sujet vous intéresse et que vous cherchez à développer un peu plus vos compétences dans ce domaine, les différents schémas d'attaque-défense nécessitent d'abord une bonne compréhension des techniques de base associées à l'apprentissage automatique. Et donc il est important de rentrer dans les détails de ces méthodes. C'est un petit peu la même chose quand on parle de cryptographie. Finalement, connaître des failles d'un système cryptographique, c'est avoir bien compris tous les détails mathématiques associés au problème. Et là, c'est un petit peu la même chose ici. Si vous voulez proposer de nouveaux modes d'attaque ou de nouveaux modes de défense, vous devez être capable de comprendre en profondeur la plupart des techniques de base utilisées en machine learning. Bien, cette partie du MOOC est maintenant terminée, donc j'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, et je vous souhaite une bonne continuation de MOOC, et j'espère que vous serez nombreux en semaine 4 pour la suite de ce MOOC.